De ces coffres de véhicules, l'on décharge 3 tonnes de viande de bœuf. Des pièces transportées dans des conditions bien loin des normes d'hygiène et de conservation. Elles vont remplir la section viande de ce marché parmi les plus fréquentés d'Abidjan. En 40 ans de métier, Amadou a vu le coût de la viande de bœuf exploser progressivement. Moi, je suis quitté au Burkina Faso ici. J'ai trouvé le viande 1 kg là à 225 abattoirs. C'est devenu 250, 300, 450, ça augmente comme ça. Ces coûts, qui ont un impact direct sur le panier des ménages, inquiètent. Il faut couper. Tu vas faire petit. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le budget familial, la viande de bœuf pèse? Oui, ça pèse un peu. Parce que vraiment, le coût là, pour une grande famille, il faut au moins 2 kilos, 2 kilos et demi. Actuellement, il me dit le kilo à 3 000. Donc c'est 2 kilos et demi. C'est 6 000, 7 500, 6 000. Pour Aïcha, propriétaire d'un fast-food, s'approvisionner en viande est devenu aussi un casse-tête quotidien. Moi, je ne veux pas nyama dedans, je veux la viande normale. C'est de avec os, c'est 3 000 mains, sans os, c'est 3 000 mains. Notre épargne. Moi, je veux sans os. Avec des prix qui s'envolent, Aïcha a du mal à tenir son business. En vendant la viande, on payait au moins à 2300, 2500. Maintenant, la kilo de viande est devenue, je compte 3500. Moi, il y en a même qui disent 3800. Quand c'est comme ça, sinon, ça ne nous arrange pas. Quand on découpe combien, on va vendre à combien. Souvent, quand on dit un morceau de viande à 100 francs, les clients se plaignent. Quand nous aussi, ce n'est pas de nos fautes. Quand on parle à nos clients, ils disent que la viande, maintenant, pour faire entrer les bœufs, c'est devenu difficile. Les crises sécuritaires liées au terrorisme au Mali, au Burkina Faso et au Niger accentuent la flambée des prix. Même dans notre village là-même, viande là, c'est devenu cher là-bas. Bon, il y a un terroriste là-bas qui parle, les djihadistes là, qui parlent qu'il y a pas bœuf là. C'est là où bœuf là, qu'ils sont entourés là-bas pour barrer. Cette situation traduit le paradoxe d'un pays aux nombreuses potentialités qui peine encore à être autosuffisant en viande bovine. L'espoir de cette autosuffisance est porté par les villes comme Korogo, où les éleveurs font preuve de résilience face aux nombreux problèmes auxquels ils sont souvent confrontés. Aux abords de son champ, un agriculteur en colère. Et pour cause, ce troupeau et ses bouviers sont responsables des destructions dans sa plantation. Ce matin, Diaby a évité de justesse que dégénère une dispute entre Noun, son bouvier, et cet agriculteur. Ça va? Ça va. Bonjour. Bonjour, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours, le bœuf vient manger mon champ. Mais si je l'ai demandé, il me dit que ce n'est pas lui. Mais même avant-hier, je l'ai trouvé ici. Aujourd'hui, je l'ai trouvé ici. Donc c'est pour ça que je voulais lui frapper. Si j'ai frappé, il ne peut pas venir ici. Hier, c'est lui qui était ici? C'est son petit frère qui était. C'est son petit frère qui était ici. Et aujourd'hui, c'est lui que tu as trouvé ici. D'accord. Ok. Bon. C'est que sur nous, on ne peut que te demander pardon. C'est vrai, comme tu as dit hier, c'est son petit frère. Ça peut ne pas être même son petit frère. Mais aujourd'hui, c'est lui que tu as attrapé. Donc c'est pour lui là vraiment qu'on va discuter. En Côte d'Ivoire, les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont récurrents depuis 1959. De sources gouvernementales, 800 conflits entre agriculteurs et éleveurs ont été dénombrés entre 2016 et 2017, avec la mort de 33 personnes en 2016 à Bouaké. Ces affrontements entraînent parfois la mise à mort des bêtes par des agriculteurs en colère, comme en témoigne cette vidéo tournée à Bouaké en 2017. Les dégâts causés sur les cultures par les troupeaux sont à l'origine de plus de 80% de ces conflits. Mais par chance, certains de ces conflits se règlent à l'amiable. Vraiment, merci beaucoup pour ta compréhension.
Vraiment, bon, on n'a pas beaucoup, mais je vais te donner 1000 francs, tu as payé cola avec. Ça, ce n'est pas dégâts des champs, mais c'est pour ta compréhension. Vraiment, on ne va plus arriver ici. Cette scène-là, on la vit pratiquement à chaque fois. Et à chaque fois, il faut payer. Et ça, sincèrement dit, c'est un coût énorme pour nous. C'est un coût énorme pour nous. Ça fait que nos charges d'exploitation, ça ne fait qu'augmenter. Mais vraiment, c'est compliqué. Avec les champs, c'est vraiment compliqué. Et vraiment, c'est des ordres de 100, 200 000 qu'il faut payer par champ, 300 000, ça dépend. La rareté des zones de pâture et des points d'eau fait de l'accès à la ressource un enjeu crucial pour la production des 75% du cheptel bovin et ovin élevé principalement dans le nord et le centre-ouest. Pour que nos bêtes puissent être, on va dire, bien dodues, qu'ils puissent bien produire, il faut du pâturage. Et il se trouve que c'est sur ce pâturage-là que le cultivateur, il cultive. Il n'y a même pas de passage, il n'y a pas de couloir de passage. Partout, il y a des champs, donc on fait comment? Les bœufs, on ne peut pas les prendre pour se promener. Donc, c'est une cohabitation. Et quand cette cohabitation n'arrive pas à s'établir, c'est compliqué. En 5 ans, ce sont plus de 100 millions de francs CFA qui ont servi pour l'indemnisation des victimes. En plus des problèmes de transhumance, Korogo a vu sa population doubler en seulement 10 ans. Voici un puits qui est déjà creusé ici. Vous dire que l'habitation n'est pas, on va dire, on est déjà arrivé. Donc c'est partout. Cette explosion démographique fait que les gens, il y a des bornes partout. Partout, c'est des lots, îlots. 5 ans, 2 ans, il n'y aura plus d'espace. On fait comment? Le conflit éleveur-agriculteur va s'intensifier. Ça, c'est clair. Peut-être même pas même le conflit agriculteur-éleveur, ça va être le conflit, on va dire, autorité-éleveur, puisque c'est interdit de faire de l'élevage en ville. La disparition des zones de pâture impacte directement la production et les revenus des éleveurs. Cette histoire où chaque matin, tu dors avec le stress permanent, tu ne dors pas, vraiment, il y a beaucoup qui abandonnent. Parce qu'ils sont fatigués de tout le temps en train d'intervenir, tout le temps en train de débourser de l'argent. C'est vrai, nous tous on a notre part de responsabilité, mais à quelque part, il faut qu'on se dise la vérité. Si Korogo est, comment dirais-je, la zone la plus productrice de viande, c'est parce qu'on se dit qu'il y a du pâturage. S'il n'y a pas de pâturage, il n'y a pas de viande. S'il n'y a pas de pâturage, il n'y a pas de lait. Donc voilà un peu. Pour perpétuer sa réputation de terre d'élevage, Diaby rêve d'un Korogo version Texas. On regarde des centaines et des centaines d'hectares destinés uniquement à la production animale, où il y a des ranchs. C'est-à-dire, comme au Texas, vous allez voir un éleveur qui a 300 hectares, 200 hectares pour son cheptel. Et là, il est tranquille. Lui-même, il peut cultiver pour ses animaux. Tout ça, c'est des solutions. Mais en attendant, les éleveurs doivent continuer d'affronter la réalité. Les fermiers sont lancés dans une quête permanente de l'augmentation de leur rendement. L'une des solutions, l'amélioration des races locales. Vous avez pu faire la traite? La première traite est déjà partie? D'accord. L'avenir pour Diaby, c'est ce taureau venu du Mali voisin. La révolution génétique entretient l'espoir d'une augmentation de la production locale de 30 à 60% selon le plan stratégique 2012-2020 du gouvernement ivoirien. J'ai un reproducteur Holstein qui va se charger de la reproduction, vous voyez. Apparemment, cette vache-là, elle est en chaleur. Et lorsqu'il va s'accoupler avec elle, voilà, il va nous donner un très bon métis. Et comme ça, au fur et à mesure, dans 5 ans, on aura vraiment, on va dire, une pure race. En 5 ans, on aura une pure race qui peut nous produire au moins 30 à 20 litres par jour, par vache. Et le producteur fonde de grands espoirs sur cette méthode. L'amélioration génétique va amener un plus quant à la production de viande et quant à la production de lait. Parce qu'il y a des races vraiment qui produisent du lait et en même temps qui produisent de la viande. Donc si ces races-là sont introduites dans nos cheptels,
et qu'on a du bon pâturage pour eux, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Sur la route de l'autosuffisance en viande bovine et ovine, un autre obstacle se dresse, le maïs. Cette céréale, utilisée comme complément alimentaire pour le bétail, est devenue une quête quotidienne pour l'Osungo. Cet après-midi, l'éleveur espère en trouver dans ce magasin spécialisé. Il faut que tu me sauves parce que j'ai besoin de maïs pour mes bœufs, mes moutons et mes poulets. Il faut que tu me sauves, sinon c'est pas bon du tout. Malheureusement, grand frère, on n'a plus de maïs actuellement. Ça nous fait 3 mois aujourd'hui. C'est notre travail. Mais il n'y a plus, tu vois, regarde l'état du magasin. C'est notre travail, mais on n'a plus. La problématique du maïs est aussi importante? Oui, parce que pour le poulet déjà, il rentre à plus de 70%. Les bœufs, on les complémente, on concasse, on leur donne le maïs pour les maintenir en vie. Le temps au moins qu'il n'y a plus beaucoup de culture, pour les laisser aller chercher à se nourrir et puis les complémenter à la maison. Avec une production moyenne annuelle d'environ 600 000 tonnes, la forte demande et la mauvaise saison ont fait du maïs la céréale la plus convoitée du moment. La production de maïs cette année n'a pas été bonne. Et depuis les récoltes, le maïs se vend très cher. On a commencé cette campagne-là à 10 000 francs le sac de 100 kilos. D'habitude, on commençait la campagne pendant les récoltes avec 7 500. Mais particulièrement cette année, c'est 10 000 francs. Et au jour d'aujourd'hui où je parle, le sac de 100 kilos, tu l'as eu moins cher, 22 000 francs. Les derniers sacs de maïs, prévus pour la consommation familiale, ont depuis été colonisés par la poussière. Ce grenier, colonisé par la poussière et les toiles d'araignée, ne présage pas de la reprise des activités. Il faut attendre encore peut-être dans 2 mois pour espérer avoir le nouveau maïs. Mais d'ici là, comment est-ce que nous faisons? C'est pour ça qu'il va falloir réfléchir à d'autres solutions. On ne peut même pas me donner ce maïs-là. Le lendemain, c'est à Tawara, à une trentaine de kilomètres de Korogo, que nous retrouvons l'Osungo. C'est ici qu'il espère trouver une réponse à ses difficultés d'approvisionnement en maïs. Je suis venu te voir parce que j'ai besoin de maïs. Je veux que tu me réserves tout ton maïs. Je vais l'acheter. Si on discute et qu'on s'entend, il n'y a pas de problème, je vais te payer ton maïs. Même s'il faut que je te fasse une avance pour t'aider pour le reste des travaux, je vais le faire pour ne pas que tu donnes le maïs là à quelqu'un d'autre parce que vraiment j'ai besoin. Pour être à l'abri d'une autre pénurie, l'Osungo décide de se fournir directement dans cette exploitation de maïs. Une plantation de 7 hectares qui s'étend à l'horizon. C'est vraiment important de produire, de chercher à s'approvisionner par anticipation pour ne pas que l'année prochaine nous connaissions les mêmes problèmes. Parce qu'actuellement, nous avons de gros soucis pour nourrir nos animaux. Le besoin, chaque année, se renforce, pour ne pas dire peut-être 10, 15, 20% de plus qu'il faut chaque année pour pouvoir satisfaire les besoins de nos animaux et même de l'alimentation. Bon, je suis prêt à te donner 12 000 francs le sac, c'est-à-dire 120 000 francs la tonne, multiplié par les 7 tonnes. Je suis prêt à te payer l'argent pour que ça puisse t'aider aussi à régler certains problèmes et à gagner aussi rapidement. Ça peut aller? Ça peut aller. Ah d'accord, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. 5 millions de francs CFA. C'est la somme que l'Osungo devra débourser pour sécuriser la récolte du champ. Nous accompagnons l'État, nous jouons notre rôle et à des moments donnés, vraiment c'est limite pour ne pas mettre la clé sous les paillassons. Nous accompagnons et nous pensons à des jours meilleurs pour pouvoir avoir plus d'aliments à base de maïs et des choses pour aider nos cheptels à s'améliorer et avoir de l'argent aussi, parce que c'est pour ça aussi. Pour juguler cette pénurie, le gouvernement ivoirien a lancé un projet de production intensive de maïs. Ce sont au total 46 hectares qui seront mis en production dans 16 régions du pays pour une récolte estimée à 10 millions de tonnes par cycle de production.
Ça, c'est combien? Ça, c'est 225 000. Il est cher, hein, monsieur? Quelques jours plus tard, nous nous rendons au parc de bétail de Korogo. 5 hectares dédiés à la vente de bœufs et moutons. Le parc est loin de ces journées bruyantes où 1000 têtes s'échangeaient quotidiennement entre acheteurs et vendeurs. C'est sur ce marché que nous retrouvons l'Osungo. Alors, on vient faire quoi cet après-midi? Il faut que je vienne vendre ces animaux pour chercher à régler un tant soit peu mon problème de pâturage parce que je n'en peux plus. Si je n'en vends pas, vraiment, je serai obligé d'arrêter tout l'élevage que je suis en train de faire. Pour cette opération, l'Osungo a rendez-vous avec son intermédiaire habituel. Il y a les acheteurs, mais il y a des intermédiaires, des gens qui sont les spécialistes de la vente ici. Il faut passer par eux pour ne pas être grugé ou bien en tout cas pour rester dans le bon tempo parce que c'est eux qui maîtrisent le marché ici. Voilà. Oui, mon frère, comment ça va? Ça fait 2 jours. L'intermédiaire habituel de l'Osungo, c'est Ali. J'espère qu'il est bon. Dès l'entame des discussions, la crise du moment ne présage rien de bon pour l'Osungo. S'ils sont bien nourris, ils ne dépassent pas à 100, 130, 140. Et tu payes ça avec ton argent d'espèce à 400 000 francs, tu vas donner à un boucher, il n'a qu'à tuer. Oui. Arrivé à la boucherie, il va prendre les poids pour trouver que c'est ton argent qui est resté en l'eau. Donc, bon, mais tu peux m'arranger en faisant combien? Bon, comme on se connaît il y a très longtemps, avec ces baies-là, comme tu dis que tu m'as prévenu que tu vas envoyer des baies et tu les as envoyés, oui. Je peux mettre 10 000. Les dés, 620 000 francs. Si ça te convient, je te donne l'argent. Pas très satisfait, l'Osungo accepte tout de même les 620 000 francs. Il lui faudra encore plus de 4 millions pour faire tourner sa ferme et s'assurer un revenu décent. Pour atteindre ses objectifs, l'État sait qu'il devra miser sur des champions locaux de l'élevage, capables de combler le déficit et réduire les importations. Depuis 2010, le gouvernement ivoirien a mis en place le projet d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire. Un projet d'envergure nationale pour apporter des financements et de l'encadrement à de petits producteurs. Bonjour. Moussa Traoré est le coordinateur de ce programme. À intervalles réguliers, il visite les fermes de quelques bénéficiaires pour évaluer l'impact du programme. Tout ce que vous avez demandé à ce qu'on fasse, là, oui. Les traitements sont respectés, on les déparasite au moins 3 fois dans la semaine. Et puis, bon, on a des parasitages externes, des parasitages internes. Ce qui est sûr, vous n'avez pas besoin de me dire, c'est que vous suivez les conseils. Les recommandations. Parce que je ne vois pas de tics. Les premières observations sont satisfaisantes. C'est une visite de routine. Nous venons pour voir comment évoluent les paramètres techniques, est-ce qu'il a des problèmes. C'est tout un ensemble. Est-ce qu'il a des problèmes, les voisins, comment l'aider à résoudre les problèmes sanitaires, comment l'aider à résoudre les problèmes de reproduction, ainsi de suite, afin qu'il puisse vraiment s'épanouir dans son élevage et puis bon, pour augmenter la rentabilité de son élevage. Il y a 10 ans, Bernard démissionne de l'administration pour se consacrer à l'élevage. Le problème de viande se posait dans notre région. S'il y a des manifestations, des périodes de joie ou bien des décès, pour avoir des animaux sur place, c'était un réel problème. Je me suis dit comme ça, pourquoi ne pas vouloir m'installer moi-même? Et comme j'ai travaillé dans des structures avant, j'ai dit bon, je vais voir le PADECI, je vais leur demander s'ils peuvent m'installer. Pour s'installer, Bernard a bénéficié d'un prêt de 2,8 millions du PADECI. Des financements octroyés sur la base de critères bien précis. On ne va pas installer quelqu'un qui ira s'asseoir à Abidjan, qui ne viendrait que les week-ends. Non, il vit au village avec ses animaux. Il faut avoir un espace. On ne demande pas de titre foncier, mais simplement le chef du village, le chef de terre qui nous donne la garantie. Comme quoi, M. Bernard, on l'accepte. On accepte ces animaux, on accepte le pâturage
on met à sa disposition le pâturage. Ces conditions remplies, M. Bernard doit accepter de se former s'il n'a pas encore fait de formation. À ce jour, ce sont 130 personnes qui ont déjà bénéficié de l'appui du PADECI à hauteur de 10% de taux d'intérêt linéaire. Bernard rêve grand pour son élevage. Un rêve qu'il espère voir se réaliser avec l'appui de ce programme. J'aurais souhaité encore le PADECI pour qu'il me booste un peu. Voilà, je veux voir docteur pour dire docteur, aujourd'hui, je veux augmenter mon effectif. Mais comment faire? Il faut que je vous demande de l'aide. Et donc, avec un autre dossier introduit, je suis parti avec 11, je suis arrivé là. Si on me donne encore 25, peut-être que d'ici 3 ans, 4 ans, je vais me retrouver à la centaine. Une ambition qui doit faire face à la réalité. Pour le PADECI, nous sommes à 4 milliards. Mais nous sommes financés par le budget national. Donc nous travaillons au fur et à mesure du budget. Donc il faut reconnaître que nous n'avons pas une enveloppe fixe. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui, en fonction de ses contraintes, nous met à disposition les moyens chaque année dans un crédit budgétaire pour installer les jeunes. En plus de l'aide, la construction de 14 barrages est prévue pour faciliter leur installation et couvrir leurs besoins en eau. Pour sa prochaine phase, ce sont 686 éleveurs que le PADECI veut subventionner, comme ça a été aussi le cas de Guy il y a 26 ans. Monsieur Guy, merci beaucoup. Propriétaire de 85 têtes, Guy souhaite développer davantage son cheptel grâce à sa race, le Ndama. Le Ndama parce que notre zone, c'est une zone ensoleillée et ils sont résistants à la maladie qu'on appelle la trypano. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette race. Et puis aussi, l'Ndama valorise mieux les pâturages dégradés. Quand il n'y a pas d'aide, l'Ndama se débrouille mieux que les ébus. L'autre talon d'Achille de la filière bovine est l'accès au crédit bancaire. On va vers les banques, on leur propose de nous faire des prêts, mais ils ne nous font pas confiance parce qu'ils ne voient pas l'avenir de l'élevage. Ils n'ont pas confiance à la personne qui est devant eux parce qu'ils ne savent pas ce que l'élevage rapporte. Une tête fait 250 000. Si on multiplie les 250 000 par 85, vous voyez ce que ça fait. On est au-dessus de 15 millions. Déjà, si on va vers une banque, on fait toutes ces estimations. Je pense que s'ils nous apportent du crédit, on pourra rembourser les crédits, même avec les intérêts qu'ils veulent. En Côte d'Ivoire, l'élevage reste une activité économique en développement avec une contribution d'environ 4,5% au PIB agricole. Cette marge devrait croître dans les 5 années à venir. Notre objectif, c'est d'installer 2000 jeunes qui vont produire de la viande et des animaux qui vont alimenter les marchés nationaux. En attendant d'être autosuffisante en viande bovine en 2030, la Côte d'Ivoire continue de supporter les coûts des importations. Des coûts qui se font ressentir dans l'assiette des populations qui font déjà face à une flambée des prix des denrées alimentaires dans un contexte de crise alimentaire mondiale.